Bonjour tout le monde. Bienvenue pour cette deuxième journée, après une première journée hier qui a été très riche en informations. Et je vais vous en faire un petit débrief. Alors, je ne veux pas vous faire une revue de tout ce qui a été dit hier. Il y a eu énormément de choses, beaucoup de choses très intéressantes. Juste quelques points qui m'ont semblé assez intéressants et que je voudrais valoriser. Alors, on a commencé par une session sur les sarcomes avec François Leloiraire qui nous a dit que le diagnostic des sarcomes, c'était d'abord la morphologie, le classique de l'anapathe, et que maintenant, il fallait compter beaucoup sur la génétique aussi, qui apportait énormément d'informations, et au-delà de la génétique, tous les diagnostics que l'on peut faire à côté, avec même à une époque certains excès de certains qui disaient que globalement, bientôt, il n'y aurait plus besoin de la morphologie, puisqu'on pouvait tout résoudre avec l'anapathe. Mais il nous a démontré, juste par un cas, qu'avec une anomalie moléculaire, on pouvait avoir plusieurs entités, et donc il ne fallait pas généraliser. Et la bonne leçon de tout ça, c'est l'interdisciplinarité. Quand on peut avoir des informations de plusieurs sources, on est plus riche. Et je pense que c'est une belle leçon. Pour lui, on a l'anapathe, doit être l'intégrateur des données morphologiques, des données moléculaires, pour amener au clinicien tous les éléments qui lui permettent de prendre une bonne décision thérapeutique. Et puis derrière cette révolution moléculaire, on a la révolution des big data, et il a évoqué des données qui commençaient à laisser entendre que l'intelligence artificielle pourrait peut-être arriver à faire un travail global, peut-être aussi bon, voire meilleur que l'anapathe intégrateur. Et ça a été, alors ce n'était pas exactement à la suite, mais on a eu une présentation d'Étienne Benjebar de la société Owkin, qui est une société qui fait de l'intelligence artificielle et qui a présenté brièvement un travail qui a été publié dans Nature Medicine, où là ils prennent les lames anapathes vues à différents grossissements, et ils sont scannés, découpés en petits morceaux et décrits sous différents paramètres d'intensité, de couleur, escochés, pour essayer d'en faire autant de paramètres prédictifs ou annonçateurs d'un diagnostic. Alors ce travail a été fait dans ce cadre de ce réseau Mesonet, dans des mésothéliomes, si je ne me trompe pas. Oui. Et il semblerait que les résultats soient plutôt favorables, donc je pense que c'est un travail qui est intéressant. Ce qui est peut-être encore plus intéressant sur Owkin, c'est que le gros enjeu des big data, c'est les données, à qui appartiennent les données. Dans les hôpitaux, bien entendu, ça se passe au niveau des hôpitaux qui les entretiennent, les obtiennent, travaillent leur qualité, etc., etc. Owkin a un principe qui est assez intéressant. Pour faire ses analyses, il ne prend pas les données de plusieurs hôpitaux pour les regrouper. Il envoie ses algorithmes dans chacun des hôpitaux pour les analyser, et il en ressort des algorithmes qui sont plus robustes et donc plus intéressants en termes de prédiction et autres. Et ça, je pense que c'est un concept qui est assez intéressant. Encore une fois, là, il a été mis 2 fois en photo, Jean-Michel Coindre, le grand ancien de l'anapathe de bordelaise sur les sarcomes. Ils ont montré que pour tout ça, il fallait quand même des hommes qui allaient chercher les données, savaient les sélectionner, les scanner, etc. Il y avait du travail et que ce n'était pas si simple que ça. Deuxième application de l'intelligence artificielle, c'est l'approche avec les radiomix. Ouais, je veux passer assez vite. C'est pareil, c'est des images, sauf que là, c'est des images de radio, en l'occurrence d'IRM, et ils ont l'idée d'aller regarder des radios avant traitement et des radios en cours de traitement pour essayer de chercher des facteurs initiaux qui vont nous dire si ça va répondre ou mieux interpréter la réponse, dont on sait qu'elle est notamment plus compliquée avec l'immunothérapie. Ils décomposent l'image dans plein de paramètres, bon, voilà un certain nombre, bien sûr, je ne veux pas rentrer dans le détail. Et puis, ils ont sorti qu'il y avait parmi ces paramètres certains qui étaient peut-être plus intéressants, ça reste à travailler, mais certains qui parlent aux radiologues, comme l'édème, la forme de la tumeur, son élongation par exemple, ou la présence d'un processus fibronécrotique. Voilà des choses qui sont intéressantes et qui, si elles étaient prédictives, pourraient se traduire par des progrès pour les radiologues. On a juste su que les résultats étaient prometteurs sur une série d'une 60aine de patients, c'est sûrement encore un petit peu court. On n'a pas eu de détails, c'est une faible cohorte qui vont augmenter progressivement. Ce qui nous a dit quand même, c'est que on touche
L'intelligence artificielle, pour qu'elle marche, il faut qu'il y ait des données qui soient solides, reproductibles, fiables, et que le problème de notre médecine, c'est que c'est quand même un artisanat, et même avec des choses comme l'IRM, l'aspect d'une IRM va dépendre des manipulateurs radio, du type de l'IRM et de la façon dont elle est produite, en fait. Et donc, ils essaient de travailler pour essayer d'automatiser le plus de choses possible, de rendre le plus reproductible les données, et je pense que c'est un enjeu majeur. Et puis, dernier point de cette session sarcome, et c'était un point, je pense, très important, c'est sur l'immunologie, avec les TLS, les structures lymphoïdes tertiaires, avec un grand orateur qui est Wolf Friedman, qui travaille sur l'immunologie depuis longtemps et a travaillé dans le système immunitaire sur tous les facteurs prédictifs de plein de choses dans différents types de cancers, ce qui est résumé dans cette diapositive que je ne détaillerai pas, entre des prédicteurs positifs ou négatifs ou sans prédiction. En fait, ce travail a abouti là, à quelque chose de très intéressant. Ce qu'il y avait avant, c'est que ce qu'ils avaient trouvé comme facteur prédictif, c'était tout sauf les lymphocytes B, tout sauf le système lymphoïde B. Et là, la découverte, qui a fait l'objet d'un article dans Nature tout de même, c'est la mise en évidence de l'intérêt de structures B, qui sont des structures du stroma, qui sont les structures lymphoïdes tertiaires. Et ils ont trouvé une sorte de signature qui classe les sarcomes en 5 groupes, les immunologiquement froids à gauche et chauds à droite, pour résumer en termes qui sont certainement pas très scientifiques, avec un pronostic plus favorable de ceux qui immunologiquement quelque part sont compétents. Il le montre en termes de courbe de survie, donc très bien. Il le montre également en prédiction de la réponse. Les groupes immunologiquement chauds répondent mieux aux immunothérapies. Et en fait, ce sont ça, ces structures lymphoïdes tertiaires. Vous avez la tumeur au centre, puis différents compartiments immunologiques du stroma, dont ces structures lymphoïdes tertiaires, qui n'ont pas que des lymphocytes B, qui ont aussi des lymphocytes T helper, qui ont aussi des cellules folliculaires dendritiques. Et en fait, cet article dans Nature est paru avec 2 autres articles. Et cette constatation très intéressante, elle peut s'étendre à beaucoup d'autres choses. Alors, je veux passer très vite les diapos parce que je n'ai pas de temps, mais ça vaut dans d'autres types de tumeurs comme les mélanomes, comme ça c'était le foie, là c'est la vessie, là c'est les cancers du sein. Donc, on a un processus qui prend d'autant plus de valeur biologique qu'il a une valeur transversale. Et l'idée après, puisque tout ça c'est de l'analyse rétrospective, c'est de faire une analyse prospective. Et l'étude Pain-Brossard, qui est une succession d'études centrées sur l'immunothérapie, va maintenant travailler sur ce sujet de façon prospective pour essayer de valider a posteriori ces TLS. 2 autres études intéressantes et très fondatrices du programme sarcome du Cyril Briot sont Multisarc, qui est un grand programme français. Comment on fait en sorte que la génomique vienne dans la pratique. Et c'est une sorte d'étude quelque part de faisabilité de quand même 1000 patients pour voir si on est capable de collecter et d'analyser des informations au point d'être capable de prendre une décision thérapeutique en moins de 7 semaines. Le projet est commencé, mais ce qu'il y a derrière et qu'on ne voit pas, au-delà de la production de l'analyse, c'est qu'il faut traiter ces données, arriver à les présenter de façon structurée, fiable et reproductible pour les amener à la décision thérapeutique. Et ça, c'est ce qu'ils ont fait en développant un outil qui s'appelle GenVar Explorer et en travaillant sur la structuration des données. Et là, on a au centre de ça, sur la structuration des données, le référentiel de données Osiris qui a été créé en intersérique et qui, je pense, quelque chose de très riche qui peut faire la base pour avoir des données médicales de grande qualité disponibles pour tout le monde. L'étude Éthiosarc est tout aussi fondamentale parce que quelque part, on manque de données sur l'éthiopathogénie des sarcomes. Et l'objectif est d'essayer de les comprendre et de trouver la place de l'exposome. Alors, un certain nombre de critères vont être analysés, parmi lesquels exposition professionnelle, domestique, mode de vie, les antécédents personnels ou familiaux de cancer et des éléments sur la santé de la femme. Une étude très riche qui se poursuit dans un certain nombre de centres en France,
pas autant qu'on le voudrait parce qu'il faut obtenir des financements. Ces études sont des études qui sont coûteuses et toujours pas très faciles à financer, mais malgré tout, il y a déjà au moins 150 patients qui ont été inclus, autant de témoins, donc l'étude avance et aboutira. Deuxième session, je ne les fais pas exactement dans l'ordre de l'après-midi, on a introduit cette année des sessions technologique, c'est-à-dire qu'on invite des biotech à nous présenter leur technologie, ce qui est, je pense, quelque chose qui peut être intéressant pour toute la communauté. Alors là, c'était Bionano. Bionano, c'est une technique tout en un pour montrer tout ce qu'on peut faire avec la génomique. Avec une petite machine comme ça, on est capable de faire de l'analyse de très grands brins d'ADN, de les aligner comme ils le font là, c'est juste une représentation, et en fonction des alignements et d'une colorimétrie qui est rajoutée par-dessus, on va être capable de sortir un certain nombre de résultats qui disent s'il y a une insertion, une délétion, une translocation. Ça voit même les translocations que d'autres techniques ne peuvent pas voir. Et je vous montre comme ça différents types de représentations que les biologistes connaissent bien. Donc une technique qui nous semble très intéressante et qui a été valorisée après par un de nos collègues hématobiologistes d'Amiens, qui a montré que cette technique se confrontait favorablement à l'ensemble de 4 autres techniques classiques pour faire ces diagnostics. Donc quelque chose d'intéressant qui sera à réfléchir. Autre session très importante qu'il est impossible de résumer, c'était sur les traitements adjuvants. Donc, je vais juste appuyer sur un point qui m'a semblé très intéressant. Caroline Dutrio, qui parlait sur les traitements adjuvants dans les mélanomes, a fait une très jolie revue de la littérature, mais elle a commencé en la présentant autour d'un patient, ce que j'ai trouvé très intéressant. Elle nous a présenté le cas d'une patiente jeune, 35 ans, mais avec des morbidités associées, en l'occurrence une polyarthrite rhumatoïde. Elle nous a présenté son cas avec les caractéristiques cliniques du mélanome, les éléments moléculaires, et à la fin, la question qu'elle pose, c'est, elle souhaite, la patiente, avoir votre avis quant à la nécessité d'un curage ganglionnaire complémentaire ou d'une immunothérapie anti-PD1. Je ne vais pas vous donner la réponse, vous pourrez assister aux sessions, toutes les sessions seront disponibles dans quelques temps, je ne sais pas encore combien de temps, Nathalie nous le dira, mais dans quelques temps. Par contre, j'ai trouvé la façon de poser la question intéressante et elle a montré les avantages. Bon, là, c'est l'ipilimumab, l'anti-CTLA4, mais elle l'a montré après avec le niveau, le pembrolizumab, etc., avec des résultats différents. Elle montre les avantages. Elle montre les inconvénients avec les toxicités qui, en l'occurrence avec l'ipilimumab, sont relativement élevées, ce qui fait que la molécule n'a pas été approuvée. Mais j'ai trouvé l'idée très intéressante et la question a été posée par Hervé Bonnefoy à la patiente qui était là, Valériane Monio. Est-ce que vous voudriez avoir les détails? Est-ce que vous voudriez savoir quel est le poids du bénéfice, quel est le poids des toxicités pour participer à votre décision? Quelque chose qui n'est pas facile, parce que voir toute la dureté des choses, c'est quelque chose qui est assez mature dans le monde anglo-saxon, où ils sont déjà dans ce mode un petit peu dur. Moi, je n'ai pas des souvenirs très très bons du MD Anderson, où l'annonce aux patients était quand même assez sévère, je trouve. Mais malgré tout, on se doit de se poser cette question, parce que le patient a le droit de donner son avis, donc ça nous a amené à beaucoup réfléchir. Et on a continué cette réflexion avec une dernière session qui a été remarquable. On n'était pas très nombreux dans la salle, il y avait du monde quand même sur Internet, et je vous engage d'aller la voir. Franchement, c'était vraiment super. 2 femmes remarquables. Tessa Richards, qui est médecin. Je crois qu'elle est néphro. Moi, je ne sais plus. Non. Rhumato, oui. En Angleterre. Elle est senior éditeur du British Medical Journal, qu'on connaît tous, donc qui s'appelle maintenant The BMJ. Elle nous a fait un plaidoyer pour l'implication des patients et le BMJ va beaucoup plus loin que ça parce qu'il va jusqu'à dire que maintenant, quand quelqu'un soumet un article au BMJ, il va falloir donner des informations sur l'implication des patients, est-ce qu'ils ont pu donner leur avis, est-ce qu'ils ont participé, etc., etc. Donc ils vont très très loin. Elle a réuni une communauté de patients impliqués, compétents, je dirais, pour donner des avis, des reviewers qui est de l'ordre de 1000 personnes déjà. Donc, elle a développé des forums, etc. Il y avait une vivacité qui était quand même assez extraordinaire. Et puis l'autre, c'était Della Ogunleye, qui, elle, est une patiente, UK aussi, elle vit à Londres, et nigérienne, qui se bat également pour la cause des patients, mais également la cause des Noirs, puisque une de ses phrases, c'est de dire... Mais, avant d'avoir le cancer, puisqu'elle a eu un cancer, avant d'avoir le cancer, je pensais que le cancer, ce n'était pas pour les Noirs, parce que toutes les campagnes de prévention qu'on voyait, on voyait que des Blancs.
Donc, on pensait qu'on n'était pas concerné. Et puis, juste, là, c'est pour l'anecdote, mais voilà, on parlait du parcours patient avec Tessin Richards. Et il disait, vous voyez le chemin que fait le designer, celui qui conçoit, en l'occurrence, c'est nous qui sommes visés, les gentils médecins. Et il dit, mais l'expérience de l'utilisateur, en l'occurrence le patient, ce n'est pas toujours la même. Et donc là, il y a peut-être quelque chose à réfléchir et peut-être que vous devriez consulter les patients de temps en temps. L'image est quand même assez patente. Et donc, elle l'a traduit dans les faits. Vous pourrez voir, encore une fois, ces diapos et ces textes qui sont très convaincants, mais ils vont donc les impliquer et demander s'il y a eu un PPI, c'est Patient and Public Involvement. Ils veulent des patients pour la revue des articles, ils veulent les impliquer et ils les impliquent dans l'éducation, ils les font parler dans le journal, ils leur donnent des prix. Enfin, c'est vraiment très très riche. Et voilà le type de questionnaire que quand on soumet au BMG, on va avoir à remplir. Et là, il faut rendre des comptes. Donc ça doit rentrer dans nos pratiques et je crois que c'est très intéressant. Et cette dernière diapo, c'est juste pour vous montrer l'ambiance et l'énergie. Je pense que c'est une couverture du BMG et je pense que c'est quand même très très parlant sur la volonté qu'il y a. Voilà, je vous remercie.